Bonsoir de Jérusalem, aux membres et amis de la loge Nebrit Robert Gamzon. Les conditions sanitaires vont être très rapidement allégées et en Israël et en Europe. Il est cependant très important de continuer à respecter certaines restrictions car le virus et ses variants sont toujours. Depuis plus de 2 ans, les visioconférences organisées par notre loge ont eu un impact très positif. Elles ont été suivies et visionnées par nombre de membres nébrites et amis intéressés en Israël, en Europe et outre-Atlantique. Nos commissions sociales et solidarité ont permis de venir en aide mensuellement et ponctuellement aux familles en difficulté que nous assistons. Nos activités en présentiel, inexistantes depuis presque 3 ans, ont eu pour conséquence de ne plus avoir de rentrée d'argent. Merci aux loges Amis de France et aux amis de la loge Robert Gamzon de leur aide généreuse et régulière. Nous projetons, avec notre ami administrateur cinéaste David Servman, aidé par Jean-Claude Aîné, vice-président, d'organiser prochainement des activités conjointement en Zoom et en présentiel, et en espérant que nous réussirons. Qu'ils soient remerciés de leur disponibilité et de leurs compétences. Nos conférences sous la responsabilité de Pierre Dreyfus ont toujours eu pour objectif de nous faire connaître les différentes composantes culturelles et sociales de la société israélienne. Pierre Dreyfus nous présentera donc Jonathan Goldberg, qui développera le thème qu'il nous a proposé. Plus ça avance, moins on avance. La planification et les infrastructures des transports en Israël seront mises en évidence car le paysage de ces grandes villes est méconnaissable et en particulier celui de Jérusalem. Il est actuellement impossible de circuler en voiture normalement à Jérusalem, mais heureusement, nous pouvons compter sur l'aide de l'application Waze ainsi que la redécouverte de la ville en pratiquant la marche à pied. Vous pourrez poser vos nombreuses questions par chat ou main levée, les micros étant fermés dès à présent. Vous avez la possibilité de revisionner nos conférences avec l'application YouTube de la loge Robert Gamzon. Je vous souhaite une excellente soirée et je passe la parole à Pierre Dreyfus. Pierre, la parole est à toi. Merci Jacqueline. J'avais été très impressionné par un détail sur les autobus que tu nous avais donné, Jonathan, lors d'un exposé que tu avais fait aux anciens EI. Tu nous avais expliqué que le système d'exploitation des autobus de Jérusalem était défectueux parce qu'on pouvait voir 1, 2, 3 ou 4 autobus alignés l'un derrière l'autre à un arrêt, ce qui démontrait un défaut de fluidité du trafic. C'est ce que j'avais retenu. Tu pensais que cette situation pourrait être modifiée avec la création de la première ligne du tram, Rakevet Kala, comme on l'appelle ici. Or, rien n'a changé à ma connaissance. On voit toujours autant d'autobus stationnés à la queue leu-leu aux arrêts. Et Dieu sait que je les regarde, parce que je ne pratique pas les autobus, mais je les regarde. J'aime beaucoup regarder les autobus. Peut-être que la situation changera dans l'avenir avec les autres lignes du tram, d'autant que tu t'es occupé des études de la 3e ligne, dite ligne bleue. Mais de tout cela, en ta qualité d'ingénieur qui a travaillé de nombreuses années dans le domaine de la planification des infrastructures de transport et dans la mobilité urbaine, et en ta qualité de représentant en Israël du grand groupe ferroviaire français Thales, tu vas nous entretenir savamment
de tout ce qui concerne les transports, c'est-à-dire de notre vie quotidienne, urbaine et extra-urbaine. Alors, place à plus ça avance, moins on avance, faits, chiffres et perspectives, tel est le thème que tu as choisi de développer devant nous. Comme Jacqueline l'a dit tout à l'heure, il sera possible de poser quelques questions par chat. Jonathan, ayant à sa disposition un certain nombre d'écrans, pourra deux écrans, c'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Jonathan pourra voir les chats et y répondre immédiatement. Alors, je crois que j'ai assez parlé. À toi, Jonathan, à toi la parole. Bonsoir à tous. Est-ce que vous voyez l'écran bleu, numéro 2? Oui. D'accord, alors on va pouvoir commencer. Quand Pierrot m'a proposé de parler des transports et de tous les projets de transport que tu as esquissés dans ton introduction, je me suis dit, on va faire une présentation un petit peu iconoclaste. Ça veut dire, on ne va pas faire un catalogue de qui se passe comme projet, mais je voulais avoir une approche un petit peu iconoclaste qui est liée un petit peu à mon parcours. Mais je vais commencer directement par un titre de journal qui était paru il y a 2 jours, que je vous montre ici, et qui fait le lien avec l'introduction de Jacqueline. Donc, je lis, je traduis directement, la fin d'Omicron, les bouchons, les achats et l'aéroport. Voilà, on va revenir à la vie d'avant. Donc, la vie d'avant et la vie normale, la première chose dont on parle, c'est les bouchons. Donc, comme vous le savez, comme l'a dit la personne, j'ai oublié le nom, qui avait peur d'être en retard, c'est le lot quotidien en Israël. Et puis, ça revient parce qu'on revient à la vie d'avant. Et on a même l'impression, on se dit, mais c'était vraiment comme ça avant parce que je ne me souvenais pas que c'était à ce point bouché partout et impossible de circuler. Et bien, la réponse, c'est que oui, c'est pire qu'avant. Waze a donné, je crois que c'était en décembre, ou après la première ouverture du 3e confinement, des comparaisons de la situation du trafic par rapport à la situation pré-Covid. Et voilà, s'il y a des chiffres, c'est pire qu'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On a plein de projets, il y a des travaux partout, il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup de projets, beaucoup d'argent qui est mis, beaucoup d'énergie. Et voilà ce qu'en dit la presse ou un éditorial. Eh ben, on est bloqué, on est complètement bloqué. Et l'expression en hébreu, c'est full gas, ben neutral. On met énormément d'énergie, énormément d'argent, énormément de discussions, de débats, d'aspirations, et ça n'avance pas, et c'est de pire en pire. Voilà. Ce n'est pas la fin de l'exposé, mais c'est le moment où je vais me présenter peut-être, après cette brève introduction. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en France dans le domaine de la planification des transports, par intérêt pour le sujet depuis très jeune. Et j'ai fait évoluer ça. Donc, j'étais du côté des aménageurs, des autorités publiques qui s'occupent de planifier les transports, d'étudier par où passer, où est-ce que c'est possible, où est-ce que c'est mieux, où est-ce que ça sert plus de personnes, où est-ce que c'est plus compliqué. Et en Israël, comme l'a dit Pierrot également, je me suis occupé pour une société française filiale de la RATP et de la SNCF, qui s'appelle Sistra, de faire des études de planification, notamment de la ligne bleue de Jérusalem, mais aussi d'autres lignes à Tel Aviv. Et donc aujourd'hui, depuis 1 an et demi, maintenant je suis chez Thales, voisin de Thales en Israël, qui a des activités également dans le domaine ferroviaire, puisqu'on fait la signalisation des chemins de fer israéliens. Comme il aimait à dire de France où j'avais travaillé, de la même manière qu'en France,
France à l'époque, il y avait 60 millions de sélectionneurs de foot. Et en France, il y a 60 millions d'experts des transports. Alors en Israël, comme il y a moins d'habitants, il y a moins d'experts, mais il y a autant d'experts que d'habitants dans un pays, parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde dans son quotidien, dans sa vie, dans son appréhension de son environnement, des autres, pour se rencontrer, pour travailler. C'est le quotidien et c'est quelque chose que tout le monde vit tous les jours. Et en fait, il y a des sondages d'opinion, je n'ai pas trouvé la référence, mais ce n'est pas très important, qui montrent qu'en fait, le sujet de la capacité à se déplacer, c'est une des premières priorités des Israéliens. Alors oui, il y a le logement, le pouvoir d'achat, et oui, il y a la sécurité, mais le logement, à part si on est très mal logé, mais le souci du logement, c'est d'en trouver un de temps en temps, tous les 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais ce n'est pas un problème qui nous soucie au quotidien. La sécurité, c'est un problème qui est très prégnant dans certaines régions du pays, surtout quand on se fait tirer dessus, mais ce n'est pas un problème qui est commun à toute la société et qui impacte tout le monde tous les jours et qui impacte les comportements à tel point que quand on réfléchit à comment on organise la journée, on l'organise autour de ça. Et donc, l'approche que je voulais vous présenter, c'était quelques angles de compréhension, ou plutôt côté coulisses. Ça veut dire que je suis quand même à la base un techno. J'ai travaillé dans les administrations et les sociétés qui s'occupent de ça. Donc, on parle d'économie, on parle de temps de parcours, on parle de performance technique, on parle de planification urbaine. Mais il y a tout un aspect je dirais, politique et social qui rend le domaine très intéressant d'un point de vue personnel et très complexe parce que c'est pas, on ne planifie pas des infrastructures de transport comme on planifie, je dirais, une autoroute en pleine nature. Et encore, il y a également des enjeux sociaux très, très sensibles, mais comme de l'ingénierie mécanique. Alors, je vais vous proposer un plan très simple, en 3 parties, comme on fait bien en France. Ah oui, juste une précision. Comme mon expérience personnelle, comme vous l'avez vu, c'est 10 ans en France et puis une dizaine d'années en Israël, ben, mon exposé va être un peu teinté d'exemples de France et d'Israël. Puis quelquefois, on parlera peut-être de pays très exotiques comme l'Angleterre ou d'autres pays européens. Alors, je vais faire quelque chose de très simple en 3 parties, comme on m'a appris à l'école. La première partie, où est-ce qu'on en est et à quel point c'est grave. En deuxième partie, et pourquoi, comment on en est arrivé là. Et troisième partie, où on va et comment on y va. Alors, encore une fois, je suis très techno, il y a des chiffres, des graphiques. L'important, ce n'est pas le graphique lui-même, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui est dit derrière, et je vais essayer d'être le plus clair possible. Et c'est pour ça aussi, alors je ne vois plus le chat, n'hésitez pas à lever la main ou poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Mais on y va. Alors, on va essayer de décrire la situation dans laquelle on est avec des éléments d'analyse qui vous sont peut-être familiers, peut-être pas. Donc, je vais vous montrer 4 graphiques où on positionne Israël ou les villes israéliennes par rapport à d'autres. Donc, le message à retenir, c'est qu'on est les champions. Alors, ce premier graphique, ça vient de l'OCDE, c'est ce qu'on appelle l'intensité routière du réseau. Autrement dit, on a regardé dans différents pays quelle est la longueur du réseau, et puis on a regardé combien de voitures passaient. Donc, ça veut dire comment le réseau est utilisé, quelle est l'intensité d'utilisation du réseau. Champion du monde, Israël. Et en plus, ces chiffres-là datent de 2014. Vous imaginez bien que depuis 2014, le kilométrage de réseau n'a pas augmenté de façon conséquente. Par contre, le nombre de voitures, oui, il augmente très vite. Cela dit,
faut modérer le fait qu'on soit comme ça premier ou dernier du classement, enfin, parce que Israël est un pays très urbain. Vous voyez que le deuxième, c'est le Luxembourg. Je ne sais pas si le Luxembourg est très congestionné ou pas, mais on voit bien que c'est un pays qui est très urbain. Donc, comparer Israël avec des pays plus vides de l'intérieur, c'est peut-être pas forcément la meilleure approche. Mais on est champion du monde aussi dans d'autres catégories. Alors ça, c'est l'intensité d'utilisation du véhicule, donc le nombre de kilomètres que fait un véhicule dans l'année. Et alors, deuxième après les États-Unis, Israël. Donc, les véhicules israéliens sont énormément utilisés. Ils roulent beaucoup de kilomètres. Donc, non seulement il y a beaucoup de voitures, et en plus, elles roulent beaucoup. Alors là, on est vraiment les champions du monde parce qu'aux États-Unis, vous imaginez bien que quand même, on parle de distances beaucoup plus longues, même pour les trajets quotidiens. Je ne parle pas des déplacements pour les vacances où on va voir la famille traverser tout le pays, mais on fait des centaines de kilomètres. Donc, les véhicules israéliens sont très utilisés. Troisième, alors ça, ce n'est pas l'approche des véhicules, c'est l'approche des infrastructures. Ça, c'est une photo de 2015 d'un concept qui s'appelle le stock d'infrastructures. Toutes mes infrastructures de transport, je regarde combien elles valent, combien elles ont coûté à construire ou combien elles valent, et je rapporte ça au produit intérieur brut. Et donc, par rapport à des choses qui sont comparables, Israël, on est dernier, avant-dernier, peut-être le dernier. Mais donc, on a un manque d'infrastructures. Et ça, c'était en 2015. Mais depuis 2015, ça n'a pas tellement changé. Si, il y a quelque chose qui a changé depuis 2015, c'est que le PIB d'Israël a considérablement augmenté. Donc, si ça se trouve, on est encore pire. Et troisième graphique, alors là, ce n'est pas l'OCDE la source, c'est Yediot Ahronot. C'est quelle est l'intensité d'utilisation des transports collectifs dans différentes villes d'Israël comparée à différentes villes d'Europe. Alors, il y a Berlin, Bruxelles, Budapest, Vienne. Et les trois dernières, c'est Jérusalem, Haïfa, Tel Aviv. Alors, ça, c'est le journal qui a voulu montrer à dessein qu'on était les derniers, parce que, évidemment, le choix des villes, je suis sûr qu'on peut trouver des villes où il y a encore moins d'utilisation des transports collectifs. Mais voilà, ça vous donne une photo un peu objective de la congestion, de l'intensité du trafic, du retard qu'on a et de la faible utilisation des transports collectifs. On pourrait parler aussi d'autres critères. Bon, par exemple, le nombre de voitures par ménage qui augmente considérablement avec le temps. Ce qui fait qu'on arrive à une situation où, au-delà des perceptions individuelles de c'est pénible de passer du temps et je dois tout programmer pour réfléchir, pas trop passer de temps et à quelle heure il faut que je parte pour arriver pas trop en retard, on a un coût économique qui a été évalué en 2019 à 35 milliards de shekels par an. Donc le coût économique, ce n'est pas de l'argent qui est dépensé, mais c'est de l'argent qui est perdu, principalement du temps perdu, mais aussi comment dire, une société qui fonctionne de manière pas fluide, des emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'il n'y a pas suffisamment de bassins de population accessibles pour ces emplois. Ce n'est pas que le temps perdu dans les bouchons qu'on compte en heures perdues. Et 35 milliards de shekels, c'est environ 10% du budget de l'État et 3 points du produit intérieur brut. Et le pire, c'est qu'il y a une vision prospective de ce coût et si on ne fait rien de particulier, ce coût va doubler d'ici 10-15 ans, d'ici 15-20 ans. Alors, comment on en est arrivé là ? Alors d'abord, Israël, donc en 1948, était presque un désert, et donc le pays a été construit après-guerre.
glorieuse, et c'était l'avènement dans la plupart des pays occidentaux, de tous les pays occidentaux, de l'utilisation massive de la voiture particulière et des infrastructures qui vont avec. Et Israël n'est pas particulier par rapport à d'autres pays. Je vous rappelle, ou je vous informe, par exemple, à Paris, dans les années 50 ou 60, on avait envisagé de détruire le canal Saint-Martin à Paris pour en faire une voie express pour pouvoir relier facilement la Bastille à la banlieue nord-est de Paris. Donc, dans la vieille Europe, où il y avait déjà des réseaux constitués de voirie et de transport collectif, je dirais, on a construit des infrastructures routières sur la ville, là où on pouvait, pas partout, mais quand on est dans un pays en construction, eh ben, le pays a été construit comme ça. Et donc, l'urbanisme israélien est très étendu, avec des circonvolutions de routes qui sont très, très difficiles à desservir en transport collectif bus. Il n'y avait pas d'infrastructures ferroviaires qui ont été prévues et pensées pendant ce temps. Mais encore une fois, personne d'autre ne l'a fait, mais dans la plupart des pays, en tout cas en Europe, il y avait déjà. Il y a aussi un autre point qui est important, c'est que quand le pays a été créé, il y avait, enfin, c'est un point historique, hein. J'ai vu un film d'un historien des chemins de fer israéliens, il y avait un tabou du train. On n'envisageait pas de construire un train en Israël, en métro. C'était absolument c'était tabou. Donc, on a en plus de ça un système qui est très incitatif à l'utilisation de la voiture. C'est-à-dire, le réseau de transport collectif n'est pas performant du tout, pas performant, et en plus de ça, il y a des incitations à ne pas l'utiliser. Donc, sur ce graphique-là, on voit la comparaison entre des gens qui ont une incitation à, comment dire, qui ont dans leurs conditions de travail, je ne parle pas du fait d'avoir une voiture, mais d'avoir des remboursements ou des facilités qui sont liées, ou de la fourniture d'une place de stationnement, ceux qui ont ce type d'avantage-là vont travailler à 87% en voiture, donc c'est le premier graphique, alors que la moyenne, c'est de 58%, et ne sont que 7% à venir travailler en transport collectif, contre 20% pour des personnes qui ne disposent pas de ce type d'avantage. C'est un des exemples. Il y a aussi un autre phénomène, et on l'a vu dans le premier. Il y a des taxes qui sont très élevées, comme vous savez, à l'importation, enfin à l'achat, de 100%, ce qui fait que l'acquisition d'une voiture est extrêmement chère. Ce qui rend son utilisation, le coût de son utilisation par rapport à son achat, plus faible. Autrement dit, une fois qu'on a fait l'effort financier d'acheter une voiture, c'est quand même mieux de l'utiliser avec l'argent qu'on a investi dedans. Bon, ça, c'est sur l'aspect utilisation au quotidien. Mais pourquoi est-ce que, et d'où on vient, j'allais dire, depuis la création de l'État d'Israël? Et quand même, depuis 20 ans, 30 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un sujet, qu'il y avait quand même un souci de congestion et d'accessibilité. Pourquoi ça n'avance pas aussi sur ces aspects-là? Et là, il y a plusieurs explications qui sont liées aux difficultés du pays. Alors là, on est vraiment dans ce qui avait été dit au début sur le cycle de conférence. Il a pour vocation d'aider à mieux comprendre la société israélienne et son fonctionnement. Jusqu'à présent, c'était très techno, mais il y a vraiment des aspects qui sont très propres à Israël. Je vais vous donner 2-3 exemples. Pourquoi on a mis tant de temps à planifier de manière sérieuse et à faire avancer ces infrastructures cruciales dont on sait aujourd'hui, tout le monde sait aujourd'hui qu'elles sont cruciales, et il y en a 50 ans de retard, parce que tant qu'on est dans une situation où on a un pays qui ne sait pas si demain il va vivre
à quoi ça sert de planifier l'après-demain? Et donc, on traite les urgences et ayez baissé d'air et on verra bien. Donc ça, c'est ce qui a prévalu pendant très longtemps. On a négligé ces aspects de planification long terme parce qu'il y avait d'autres sujets et qu'il n'y avait pas assez de pression ou de demande pour ça. Et une fois qu'on s'y est mis et qu'on a commencé à lancer des études sérieuses et des projets de manière concrète et de mettre les budgets, on s'est heurté à deux difficultés. La première difficulté, c'est que on ne sait pas faire. On n'a pas la compétence, l'historique, l'expérience. Et donc, on est obligé quelque part de s'appuyer sur des compétences de sociétés étrangères. Alors, comme j'étais une de ces sociétés, je ne vais pas m'en plaindre, mais c'est quand même une difficulté parce que on est obligé de s'appuyer sur l'extérieur, on n'est pas sachant, on peut se faire raconter des choses et son contraire, et donc, ce n'est pas facile d'avancer. Et ensuite, et ça c'est spécifique au projet de transport, en particulier urbain, on est quand même dans du tissu urbain construit dense. Donc, dès qu'on bouge un doigt, on gêne énormément de monde. Et en plus, on est dans un système juridique, social, hyper démocratique. C'est l'hyperdémocratie. Et donc, à chaque fois qu'il y a un projet, il y a toujours des recours et des recours de recours et des recours de recours. J'ai des enfants qui sont collégiens, lycéens. À chaque fois qu'on rate, il y a toujours un moyen de se rattraper quelque part, et le mot être bête et le rattrapage et le truc de l'après. Ce qui fait, et dans l'implémentation des projets, c'est pareil. Il y a toujours le recours et le super recours et le contre-recours, et ça n'avance pas. Alors, à titre d'exemple, ça, c'est les budgets d'investissement des transports terrestres. Et ce qu'on voit en violet, c'est les budgets des investissements routiers interurbains. Donc ça a toujours été assez important et c'est toujours important. Mais c'est un objet qui est moins compliqué parce qu'il nécessite moins de concertation et puis c'est un objet dans la campagne, si tant est qu'il y ait une campagne. Les routes urbaines, vous voyez, sont le trait bleu en bas, bon, c'est assez faible. Et sur les transports ferroviaires interurbains en gris et les transports urbains en jaune, alors il y a eu un coup de booster sur le jaune en 2009, 2010, 2011, ça correspond aux investissements du tramway de Jérusalem. Et puis après, on n'arrive pas à sortir des projets. On voit bien qu'en jaune, ça se réduit, alors qu'il y a quand même des projets dans les tuyaux, mais on n'a pas la capacité à les faire avancer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Où on va? Alors, je vais peut-être parler un peu des différents projets d'infrastructures en Israël, parce que tout le monde les connaît plus ou moins, mais c'est peut-être l'occasion de faire un peu d'ordre. Donc, vers le milieu des années 2010, donc en 2005, en parallèle, Jérusalem et Tel Aviv ont lancé chacune leur première ligne de, ça s'appelle LRT, Light Rail. C'est du tramway au sens le tramway comme on le voit, enfin le tramway de Jérusalem, quoi, le même tramway qu'à Paris. Ils sont partis en même temps et les deux étaient partis dans un dispositif contractuel de concession qui actait le fait que les capacités gouvernementales des ministères ou des villes ne savaient pas implémenter un tel projet. Et donc, c'est un petit peu une boîte noire où on explique ce qu'on veut comme tracé, et puis après, on a un consortium, un groupement d'entreprises qui fait les études, fait les projets, et après exploite la concession pendant une durée déterminée et rembourse une partie de l'investissement initial par l'exploitation. Bon. À Jérusalem, il y a énormément de difficultés, ça a mis extrêmement longtemps. En particulier, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une infrastructure de ce type-là, quand on a une voirie,
sous la voirie, il y a des égouts, et il y a des réseaux de télécommunications, des réseaux de téléphone. Et quand il y a un problème, on ouvre la rue, on descend dans le regard, on répare le truc, on ferme la rue le jour, on referme et c'est fini. Quand on pose une plateforme et des voies qui sont scellées sur la voirie, on ne peut plus s'amuser à faire ça. Donc, dès qu'on fait une infrastructure de ce type-là, il faut ouvrir la rue, mettre tous les réseaux sur le côté, refermer la rue. Donc là, on a eu 2 ans de travaux et on n'a pas commencé. Et à Jérusalem, c'est ce qui s'est passé. Ça a duré extrêmement longtemps. Et après 3 ans, je ne sais pas comment, j'étais pas ici, mais à bout de X années de travaux, les gens ont constaté qu'ils avaient refermé et qu'ils n'avaient rien fait. Non, ils n'ont pas rien fait. Ils ont préparé le terrain pour que le concessionnaire puisse venir construire et que demain, quand le tramway soit en exploitation, on puisse quand même réparer les réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone. Tel Aviv a eu une approche un tout petit peu différente parce qu'ils étaient sur le même trajet, sur la même trajectoire, avec les mêmes principes. Mais ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord in fine avec l'entreprise concessionnaire pour une différence de 100 millions d'euros. Alors, c'est beaucoup 100 millions d'euros, mais comparé aux quelques milliards du projet, ce n'était pas beaucoup. Et à Tel Aviv, le gouvernement a décidé de casser le contrat et de tout recommencer à zéro et de dire on va le faire nous-mêmes, sous-entendu, on va découper au lieu d'avoir un projet clé en main duquel on ne comprend pas grand-chose de ce qu'il y a dedans et Jérusalem, ça a été très difficile, on va couper le projet en petits morceaux et on va faire un appel d'offres pour les voies, un appel d'offres pour le matériel roulant, un appel d'offres pour l'exploitation, et puis on va tout mettre ensemble. Il y a eu plusieurs allers-retours sur la manière dont le projet allait être découpé, mais au résultat des courses, à Tel Aviv, on a aujourd'hui un tramway en construction qui va officiellement ouvrir fin de l'année. Je pense que ça va être l'année prochaine, donc 12 ans après Jérusalem. Et on a une seule ligne à Jérusalem, dont les extensions sont en construction, et peut-être l'année prochaine, une ligne à Tel Aviv. Et on est sur une métropole, Tel Aviv, de 3 millions d'habitants. Dans l'OCDE, je pense que ce n'est pas facile de trouver une ville de 3 millions d'habitants qui fonctionne uniquement sur des réseaux de bus. Et donc, on sait que ça ne suffira pas. Donc, Tel Aviv, enfin, l'aire métropolitaine de Tel Aviv, en fait, il y a une entreprise d'État qui s'appelle Neta, qui est en charge de mettre en œuvre ce projet, a lancé déjà depuis 4-5 ans 2 lignes supplémentaires. Mais encore une fois, on a 3 lignes de tramway, donc je crois qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui doivent connaître, mais 3 lignes de tramway, c'est ce qu'il y a à Strasbourg, quoi. C'est pas avec ça qu'on dessert Tel Aviv. Et en fait, ce que je vous ai dit au début, ça vient du fait qu'Israël est rentré dans le début des années 2010 dans l'OCDE. Et donc, on commençait à se comparer et à se faire comparer avec les autres pays du monde, les autres pays de l'OCDE. Et c'est de là que viennent les graphiques terribles que je vous ai montrés au début et les chiffres assez effrayants pour un ministère des Finances de dire je vais perdre des points de PIB à cause de ça. Donc, il y a eu un changement d'attitude et ces infrastructures sont passées de coûts à, pas opportunité, mais indispensable à faire parce que sinon le coût demain est 2 fois plus grand. Donc, en 2015, le gouvernement, le ministère des Transports et le ministère des Finances ont dit OK, il y a une ligne en construction, on a 2 lignes en projet, mais on sait que ça ne suffira pas et il faut absolument qu'on fasse une infrastructure majeure et structurante. Et donc, on lançait des études de corridors et de dessertes, puis des études de faisabilité pour un réseau de métro. Donc là, on parle d'un réseau immense de 120 km, 3 lignes. Et donc, c'est un projet de
de magnitude mondiale pour les acteurs du secteur. Sur la carte des personnes, des industriels qui s'occupent de ces sujets-là, Tel Aviv clignote en rouge parce qu'il y a un projet, il y a un besoin impérieux de le faire et il y a probablement le financement derrière. Donc, c'est un projet crédible qui va avoir lieu, mais qui va mettre très longtemps. Alors, où est-ce qu'on va? Parce que ces projets de métro, il y a la loi qui va mettre en place la gouvernance vient d'être votée. Ça fait 5 ans qu'on a commencé les études, mais la loi vient d'être votée. J'ai lu la semaine dernière que le gouvernement se préparait à donner les clés de ce projet à une entité nouvelle à créer. Ce qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage, celui qui va piloter le projet pour le compte du gouvernement et du ministère des Finances et des Transports, a été nommé il y a 6 mois. Ça va avancer, mais ça va prendre un temps fou. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, j'aurais peut-être pu expliquer ça avant, mais une des solutions naturelles, mais qui est plutôt années 70-80, c'est l'élargissement des voiries en disant, pour régler le problème de la congestion, on va élargir les voiries. C'est assez facile à faire en termes d'ingénierie. Maintenant, voilà, on arrive à des résultats comme ça, et de toute façon, en Israël, il n'y aura pas. Il faut avoir un objectif de mix de transport, ce qu'aujourd'hui en Israël, on n'a pas du tout, puisque je vous rappelle les chiffres du début, on est à environ 80% d'utilisation de la voiture dans les déplacements. Et pourtant, on sent bien que le problème, même avec l'intensité que j'ai décrite, il y a peut-être, alors là c'est de la prospective maison, hein, il y a peut-être d'autres moyens d'y répondre que par des infrastructures. Alors là c'est un exemple caricatural pris aux États-Unis, mais j'allais dire la frénésie de projets qui vont en plus mettre des années à faire, elle est certes indispensable, mais elle ne va pas donner de réponse dans les 10 ans qui viennent. Donc, il y a probablement d'autres directions dans lesquelles chercher. Et alors là, il faut s'intéresser à des données qui sont très communes à l'ensemble des pays sur la manière dont sont utilisés les véhicules. En fait, dans un véhicule, en moyenne, il y a 1,25 personnes. Donc, le véhicule il a 4 places, 5 places. Et des fois, il y a 2 personnes. Des fois, il y a 3 personnes. Rarement, il y a 3 personnes. Et aux heures de pointe, c'est encore pire, puisque aux heures de pointe, on est moins dans des voyages, des déplacements de famille ou d'amis. On est sur des déplacements individuels, domicile-travail, individuels. Donc, on est rarement 2 et on est en moyenne 1,1. Or, en termes de circulation et de trafic, il y a un phénomène qui est intéressant et qui n'est pas forcément très intuitif, qui est le suivant. Quand un réseau est congestionné, il n'y a pas besoin d'en enlever beaucoup pour qu'il roule bien. Ou à l'envers, quand ça roule plutôt bien, il ne suffit pas d'en rajouter beaucoup pour que ça bloque complètement. Alors, c'est quelque chose où il y a des liens entre l'ingénierie du trafic et la mécanique des fluides, mais il y a quelque chose, alors c'est un peu techno, je m'en excuse, mais ça s'appelle la courbe débit-vitesse. Et en fait, on se rend compte que sur une autoroute vide où il n'y a personne, les voitures passent à 130 km/h, c'est bien, ça roule très bien, mais il y en a très peu qui passent, il y en a une de temps en temps. À l'inverse, quand le trafic est complètement bloqué, donc les voitures vont à 0 km/h, et là non plus, il n'y a pas de débit du tout. Et en fait, entre les deux, on a quelque chose d'assez intéressant qui montre que il y a une vitesse, alors ça dépend de la manière dont la route est fichue,
mais où le trafic s'écoule bien. Donc, le haut du graphique, c'est fluide, mais quand on est à des hautes vitesses, donc sur la gauche, de haute vitesse, on n'a pas beaucoup de débit puisque les voitures mettent de la distance entre elles. Pardon. Là, on a une zone, je dirais, c'est la zone du trafic fluide dense, où il y a beaucoup de véhicules qui passent, mais dès qu'on en rajoute un petit peu, on passe dans le bas de ce graphique et le débit redescend et la vitesse aussi. Donc, on peut avoir des situations où, quand on est en situation de saturation, en fait, le débit est faible, et beaucoup plus faible qu'en situation où on a plus de débit et plus de vitesse. C'est paradoxal. Et voilà, c'est un chiffre que j'ai trouvé, il n'y a pas de valeur absolue, mais des fois on parle de 5, mais des fois on parle de 20. Voilà. Mais en gros, on enlève 20% des voitures et on a réglé le problème. Alors, c'est quand même paradoxal parce qu'on se rend compte, nous, au quotidien, et puis les décideurs, les financeurs, le ministère des Finances, l'OCDE, qu'on a un problème qui coûte des milliards de shekels, 35 milliards de shekels, et il y a une solution qui semble à portée de main, 20% de trafic en moins. Et en plus, 20% de trafic en moins, quand on sait que dans le véhicule, on parle de 1,25 personnes, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas loin. Alors, les pistes pour ça, ben, j'en vois deux. La première piste, c'est une piste économique qui dit la chose suivante. Pour que le comportement individuel, alors, en faisant moins l'effort, je reprends, ça semble accessible parce que 20% de trafic en moins, quand il y a une personne, 1,25 personnes dans une voiture, il suffirait de passer à 1,5 personne dans une voiture, ça veut dire dans une voiture sur deux, on est deux, et on a réglé tout. Vous vous rendez compte, l'ampleur du problème et la simplicité de la solution, vous mettez 2 personnes dans une voiture sur deux et on a tout réglé. Sauf que, même 3, voilà, 3 personnes. Sauf que ce n'est pas moi, individu, je vais faire l'effort d'être à 3 dans ma voiture. À l'évidence, ça ne va rien changer à l'environnement dans lequel je suis. Donc, il y a un certain nombre d'outils économiques qui ont pour objectif de générer ce type de comportement qui donne un avantage collectif à des actions individuelles. Et Israël a un peu testé ça avec la voie rapide de Tel Aviv, qui est entre l'aéroport et le centre de Tel Aviv. Donc le grand parking que vous voyez sur la route, ben le concept c'est le suivant. Vous savez, c'est une voie à péage. Mais si vous êtes 3 dans la voiture, vous ne payez pas le péage. Et donc ça, c'est une incitation, mais complètement à la marge, de générer ce genre de comportement. Plus généralement, alors, ça marche, mais ça ne marche pas. Ça veut dire, ça marche dans la mesure où, pour quelqu'un qui veut assurer un temps de trajet vers Tel Aviv, il a la possibilité soit d'y aller en bus, ça va quand même améliorer la vitesse d'accès à Tel Aviv en bus, soit de payer le coût que ça coûte, soit de s'organiser pour aller à plusieurs, soit de laisser sa voiture sur le grand parking et d'y aller en navette. Donc, c'est des incitations qui, in fine, réduisent le nombre de voitures qui rentrent à Tel Aviv, soit parce que c'est des personnes qui sont passées en bus, soit c'est parce que c'est des personnes qui se sont regroupées, donc qui ont réduit le nombre de voitures. Donc là, on a un avantage individuel et une contribution à l'avantage collectif. Mais ça ne marche pas parce qu'on n'est pas sur des volumes qui permettent de faire diminuer la congestion au niveau de la métropole ou du pays. C'est suffisamment intéressant pour que le projet soit dupliqué sur 2 autres axes d'arrivée à Tel Aviv, je crois la route 5 et la route 2, mais je ne suis pas sûr. Il y a 2 autres projets. Il y a un autre projet qui a été mis en place à Londres qui peut être mis en place à Tel Aviv, c'est un concept de accès payant à l'aire métropolitaine de Tel Aviv.
Bon, ça, vu la sensibilité politique du truc, j'ai un peu des doutes, mais le gouvernement a passé une loi qui autorise, si j'ai bien compris, la métropole de Tel Aviv à mettre ça en place. Mais je souhaite bien du courage à la métropole de Tel Aviv de mettre ça en place, parce que si on ne voit pas les intérêts directs. Donc voilà, premier aspect des solutions, et ça peut faire des effets assez rapides. Le deuxième aspect, c'est la technologie. Donc, Pierrot a parlé au début de Waze. Alors, Waze a... Non, je vais parler d'autre chose d'abord. Comme vous savez, en Israël, non seulement les transports collectifs, donc c'est uniquement des bus, et donc ça ne fonctionne pas très bien, ça ne va pas très vite, mais en plus, c'est impossible de savoir, d'avoir un plan clair et de savoir comment aller d'un endroit à un autre. Et donc, cette carence-là a généré, malgré elle, une initiative en Israël de quelque chose que vous connaissez probablement qui s'appelle Move It, et donc qui est une solution à une carence. Et là aussi, c'est aussi un aspect intéressant de la société israélienne. On a parlé tout à l'heure du IEBCDR et ça sert à quoi de planifier après-demain si on ne sait pas si on va vivre demain. Là, on est un peu dans la débrouille et dans la résilience. Ça veut dire le système ne fonctionne pas bien, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de plan disponible, il n'y a pas d'information sur les plans. Moi, je profite de la technologie. Moi, j'invente Move It et j'ai une technologie qui permet à chacun d'avoir son plan sur son téléphone. Intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'il donne quelque part une solution résiliente à la congestion. Ça veut dire il y a deux aspects pénalisants dans la congestion. Le premier, c'est j'y passe du temps, je perds du temps. Mais le deuxième, c'est l'incertitude. Je ne sais pas à quelle heure il faut que je parte pour arriver à 8 heures à ce rendez-vous. Et ça, en absence d'information, comme on sait qu'au pire, ça peut être n'importe quoi, 2 heures, eh ben, on part 2 heures avant et en fait, on perd encore plus de temps que ce qu'on a mis en vrai. Et donc, Waze, quelque part, c'est un outil de résilience parce que, bon, la réalité est ce qu'elle est, et on ne va pas changer le trafic et la congestion, mais au moins d'avoir l'info sur à quelle heure il faut que je parte pour être à peu près sûr d'être à l'heure, eh ben, ça allège la chose. Maintenant, je suis convaincu que la technologie dans ce domaine-là, elle va faire quelque chose avant les 10 ans, les 15 ans ou les 20 ans, où on aura un réseau d'infrastructures digne de ce nom. Et pour ça, un peu en guise de conclusion, je vais vous montrer pourquoi je pense que c'est nécessaire ou que ça va arriver. Vous avez là des objets du quotidien. Du quotidien d'il y a 10 ans. Mais en fait, il y a 50 ans, c'était la même chose. Et il y a 100 ans, c'était la même chose. Et aujourd'hui, un appareil photo, bah, ça ressemble à ça. Et un poste de radio, il y a 100 ans, les postes de radio étaient comme ça. Et puis aujourd'hui, un poste de radio, c'est ça. Un agenda, un cahier, un truc, bloc-notes, ça fait centaines d'années que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça. Un réveil, c'est ça. Une carte routière, c'est ça. Et de l'argent, des billets, c'est ça. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe pour les moyens de transport, les moyens de locomotion? Ben, il y a 100 ans, une voiture, c'était ça. Et aujourd'hui, une voiture, ben, c'est ça. Voilà. Donc, c'est pareil. 4 roues, 2 places, 4 places, 4 portes. Et en plus, les performances, j'ai regardé, ça, c'est la Ford T de M. Ford qui a été vendue à 15 millions d'exemplaires. Eh ben, elle est à 80 km/h. Alors, peut-être aujourd'hui, en pointe, on peut aller à 130, mais enfin, voilà, c'est la vitesse à laquelle on va aujourd'hui. C'est la même taille. Elle ne consommait même pas beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors, oui, elle pollue moins, elle est peut-être moins dangereuse, mais voilà, elle consommait 2 fois plus. Donc, il n'y a pas eu de rupture technologique sur les voitures, alors que sur tous les autres objets de la vie quotidienne, tout maintenant tient dans notre main. Alors, quelle forme ça peut prendre, j'en sais rien, mais j'ai trouvé juste un schéma pour vous montrer peut-être l'innovation et la complexité que peut être
les déplacements au quotidien demain. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle Mobility as a Service. Ça veut dire, je n'ai pas une voiture, j'ai un opérateur de mobilité qui me propose un accès. Alors, qui me propose un accès à des voitures partagées, des vélos partagés, à des transports autonomes que je commande pour aller d'un point A à un point B, qui me gère et prévoit mes déplacements, qui paye le parking, quand j'ai moi mon véhicule, quand j'utilise un véhicule qu'éventuellement j'ai, qui s'occupe de payer les péages, qui permet de savoir en temps réel où j'en suis, de me connecter aux autres voyageurs, d'avoir des services de secours et de dépannage. Voilà. Donc, on va probablement vers un monde plus complexe, vers une utilisation plus complexe, mais pour moi, c'est indispensable que dans les 10 prochaines années, il y ait une rupture technologique et une rupture d'approche en parallèle de la création et de la mise en place de ces infrastructures qui vont mettre longtemps, très longtemps. Voilà. Alors, on ne voit plus le chat. Je ne sais pas si des questions sont par écrit. David, tu peux m'aider peut-être à… Allô, David? Voilà, je remets mon micro. Oui. Alors, pour le chat, pour pouvoir lire le chat, il faut appuyer sur le bouton discussion en bas. Oui, moi, je suis sur un mode galerie. Alors, attends. Toi, là-bas, c'est pareil. Toutes les icônes. Ouais, Les c'est bon. icônes en bas. Et d'abord, sortez du partage. Sortez Voilà. du partage. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Très bien. Ouais. Je ne sais pas comment vous faites… Et maintenant, en bas, vous allez voir différentes icônes. Il y en a une où il y a Oui, marqué discussion. les voitures sans conducteur, oui, c'est… Cliquez directement sur le bouton, vous allez voir tous les chats qui sont apparus. Cliquez sur le bouton discussion. Ouais. Vous allez tout voir. Les voitures sans conducteur. Alors, les voitures sans conducteur, elles sont dans la dernière planche que je vous ai montrée. C'est un élément de la chaîne. On en est au stade des expérimentations et on montre que ça marche, on montre que ça peut circuler dans une ville. Voilà, c'est sûr que les voitures sans conducteur, comment dire, un monde avec des voitures sans conducteur, déjà, ça libère toute la nécessité de stationnement et d'avoir des encombrements généralisés par le stationnement. Maintenant, enfin, je ne vais pas dire que c'est expérimental parce que ça fonctionne, mais ce n'est pas demain matin quand je vais commander une voiture sans conducteur pour aller d'un point A à un point B. Mais ça fait partie de ce grand dispositif qu'on imagine comme la mobilité. S'il venait demain, j'ai vu une partie de sa réponse, mais non travaux. Pardon? On n'a pas compris la question. Moi, j'ai une question verbale à te poser. Vas-y. Quid de la ligne de chemin de fer Jérusalem-Tel Aviv? Tu n'en as pas parlé. Je n'ai pas parlé, c'est vrai. Elle a pris aussi 10 ans de retard. Elle a coûté extrêmement cher. C'est un élément, je pense, très important de structuration des déplacements dans le pays. Mais encore une fois, tant qu'on n'a pas un réseau urbain à Tel Aviv, je dirais pour les gens qui sont à Jérusalem, ce train, il va de la Tachana Merkazit à Azrieli, etc. Donc, pour ceux qui ont un bureau à Azrieli ou à Ramat Gan, au pied du train, c'est envisageable. Mais sinon, après, on est coincé à Tel Aviv. Hein. Donc, oui, c'est un maillon indispensable du déplacement interurbain, mais ça ne répond pas à des besoins du quotidien encore. C'est quand ce sera connecté au métro, alors. Oui, absolument.
Enfin, non, à la ligne rouge du tramway, là, il y a un point de connexion entre la ligne en construction de Tel Aviv qui va ouvrir l'année prochaine et le réseau métro. Quel est le rôle de l'Espagnol Ineco dans le projet de tram à Jéru? L'Espagnol Ineco fait une partie des études du tramway de Jérusalem, les études de la partie souterraine entre la place Jaffa, entre Yafo et Baril et Rehov Bar Ilan. Il y a une partie en souterrain qui traverse Mea Shearim et Ineco a fait des études de cette partie. Alors, il y a quelques jours, ils ont passé à la télévision un reportage sur l'écologie et ils montraient qu'à Tel Aviv, il y avait une initiative avec tout simplement une application qui permettait de faire du partage de voitures, Oui. Justement pour prendre des gens en tramp. Et comme vous disiez, limiter, les gens participaient les frais d'essence. Et puis, un gars qui avait une voiture, bon, bah, au lieu que tout. En fait, à l'origine de ce projet, c'était les bagarres qu'il y avait pour les parkings. Il n'y avait pas assez de parking. Et donc, au lieu de prendre 3 voitures, on se partageait une seule voiture, quoi. Oui, absolument. Alors, encore une fois, là, l'intérêt, enfin, si tu veux, si tout le monde fait ça, tu divises par 3, donc il y a un intérêt collectif, mais si tu es le seul à le faire, l'intérêt il est limité, sauf que, en l'occurrence, là, celui qui fait ça, il reçoit une rémunération. Mais Waze fait ça, hein. Si tu vas un trajet sur Waze, il te propose des gens que tu peux prendre moyennant rémunération. Et si tu es sans véhicule, tu peux dire à Waze, voilà, je vais de là à là, est-ce que tu peux me trouver un conducteur qui peut me prendre pour tel prix? Movie doit faire ça aussi. Oui. Jonathan? Oui. Oui, c'est Betty. Je voulais simplement te demander, qu'est-ce que tu penses des trottinettes et des vélos électriques et tout ça qui fleurissent à Tel Aviv et on n'en voit pas beaucoup à Jérusalem. Pourquoi? Même si c'est électrique, je dirais le relief, il n'est pas très adapté. Alors, même si électrique, tu fais pas beaucoup d'efforts, en fait, tu vas pas vivre. Je pense qu'à Jérusalem, c'est pas très adapté. Moi, je l'ai pris une fois, le vélo libre service à Jérusalem, c'est pas très adapté. Oui. À Tel Aviv, il y a de plus en plus. D'abord, il y a des trottoirs larges, donc on peut s'amuser sur les trottoirs et foncer à toute berzingue. Mais il y a aussi de plus en plus quand même d'infrastructures pistes cyclables qui font que, en plus, c'est plat et les axes sont linéaires. Il y a un intérêt. D'accord. Merci. De combien de télétravail a réduit la circulation? Alors, je ne sais pas, mais pendant le confinement, c'était. Je n'ai pas les chiffres, je pense qu'on trouve ça facilement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait. Alors, je n'ai pas le chiffre de combien le télétravail a réduit le trafic. Mais on s'était dit, comme dans toutes les métiers particuliers du matin, parce que tout le monde commence plus ou moins à la même heure, et on s'est dit, quand on va revenir à la vie d'avant, il y aura plus ces pointes du matin parce que il y aura moins de gens qui vont aller au bureau. Les gens, ils sont plus sur un mode 5 jours par semaine, mais peut-être de 3 jours. Et puis, peut-être qu'ils vont étaler les heures de début et les heures de fin et que ça va être plus fluide. Et en fait, pas du tout. Enfin, c'était le graphique que je vous ai montré au début. C'est pire qu'avant. Donc, on n'a pas d'explication rationnelle. Et on pensait que les pointes du matin en particulier allaient être plus lisses et moins intenses, et ce n'est pas le cas. Jonathan? Yes. Qu'en est-il des travaux actuellement en cours de la Rakevet de Nayot à Shaare Zedek et tout ce coin qui est… on ne s'y retrouve absolument pas. Alors, ça, c'est les travaux de la deuxième ligne de Jérusalem, donc la ligne verte. Et en fait, les travaux, c'est ce que je vous ai expliqué au début, les travaux, ça fait des années déjà qu'on fait des évacuations de réseau et qu'on fait une grande bande de sable où il n'y a rien dessus depuis 2 ans. Là, du côté de Nayot, il y a ça depuis longtemps. Du côté de là-haut, Kiryat Yovel, il y a ça aussi depuis 2-3 ans. Et maintenant, le concessionnaire de cette ligne, le contracteur de cette ligne, a été nommé, je crois, l'année dernière. Et donc là, il commence vraiment les travaux du tramway à proprement parler.
et je crois que c'est pour 2024-2025. Donc, c'est une ligne qui va de Hadassah, l'hôpital Hadassah à Harat Sofim, qui descend, qui passe derrière Mea Shearim, qui passe à la Tachana Merkazit, derrière l'université. Désolé pour les non-hiérosolimiens, qui passe par Nayot et qui monte jusqu'à Gilo. Qui devrait désengorger quand même Jérusalem. Oui, en passant par ici. oui. Alors, oui. C'est ce qu'Olivier avait dit. Oui, dans une certaine mesure. Après, si le temps enfin, le trafic croît aussi. Donc, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner des alternatives. C'est ça qui est intéressant. Qui réduisent la congestion, j'en suis vraiment pas convaincu. À la marge. À la marge. Non, mais je suis désolé d'être déprimant, mais ça roule pas, et ça va pas rouler. Enfin, il va se passer des choses, mais ça va pas rouler demain, ni dans 5 ans. Mais il y aura peut-être des alternatives à rouler, mais rouler, ça roulera pas. Total, ça va nous inciter à marcher. Oui. Non, mais comment dire, j'ai pas montré, dans le graphique que je vous ai montré avec les incitations sur les déplacements en voiture et en autobus, le troisième, c'était la marche. Oui, c'est la ministre des Transports a dit il y a 1 mois ou 2, on va donner à la marche sa vraie place. Tout le monde a rigolé en disant c'est pas ça qu'il faut faire, le pays est en retard de 50 ans dans les infrastructures, il faut faire des infrastructures. Oui, d'accord. Mais il y a quand même des endroits qui ne sont pas foutus pour la marche, qui sont compliqués à traverser, qui ne sont pas agréables pour les piétons. Et je n'ai pas le chiffre en tête parce que je n'ai pas accès à ces données, mais je pense que si on trouve cette statistique de quel est le pourcentage de déplacements qui font moins de 1 km ou de 2 km, ça ne va pas être 0, hein, ça va être un nombre super important, 1 km. Est-ce que tu peux faire un tout petit peu moins fort, s'il te plaît? S'il te plaît. N'y a-t-il pas un rapport avec les horaires scolaires? Oui, alors, le fait que tout le monde commence quand même à la même heure, oui, je pense que c'est lié aux horaires scolaires, oui. Il y a un truc sur l'heure de début du matin qui est un petit peu intangible. Mais encore une fois, moi je pensais aussi, hein, mais on ne constate pas, que le fait que de plus en plus dans un certain nombre de boîtes, on travaille 3 jours par semaine, 4 jours par semaine, 2 jours par semaine, ça enlève 10%, 20%, 30% à l'heure de pointe du matin. Et comme je vous l'avais montré, quand on enlève 20%, ça peut grandement changer la situation. 20%. Mais non. 20%. C'est empirique, hein, c'est pas. Oui. Quand un accident, ça bloque tout, mais le truc qui n'est pas du tout intuitif et qui est vrai, quoi, c'est quand ça roule, on rajoute 10% ou 20%, tout est bloqué. Le contrat donné à Alstom et associé. Il y a de forts problèmes avec la Chine. Faut développer. Alors, je vais essayer je crois que je comprends la question. Donc, le contrat de Tel Aviv a été attribué à Alstom. Et en fait, il y a 2 lignes. Une qui a été attribuée à Alstom et un autre groupement avec CAF, un espagnol. Et le groupement avec l'industriel chinois a été éliminé. Je pense que c'est ça la question. Est-ce que ça a créé des problèmes avec la Chine? Là, je ne sais pas. Hein. Les relations internationales, en ce moment, c'est compliqué d'y voir clair. Je ne fais pas de questions. Donc, oui, des problèmes, il va y avoir maintenant. La Chine, juste pour information, c'est un industriel chinois qui fait les travaux des tunnels de la première ligne de tramway de Tel Aviv et qui fournit le matériel roulant. Voilà. Et donc, les 2e et la 3e ligne de Tel Aviv, c'est Alstom, donc un français, et CAF, un espagnol. Donc voilà, ça va être très hétéroclite et très international, Tel Aviv.
Là, tu parles du tram ou du métro? Du tramway. Le métro, on en est au début. On a fait des études de faisabilité, on sait à quoi ça ressemble, on sait combien ça coûte, on peut budgéter le projet, on peut le lancer. Alors maintenant, il faut le faire. Il n'y a pas d'appel d'offres de travaux qui sont encore sortis, même pas en préparation. Au sujet Les téléphériques, d'Alstom, en oui, fait, Alstom est aussi en liaison avec GE, si je me rappelle bien, américain. Alstom a vendu son activité power, son activité électrique à GE, mais l'activité transport, elle est indépendante de GE. OK, merci. Les téléphériques, eux, sont-ils utiles en environnement urbain? Oui. Oui, parce qu'ils permettent, enfin, surtout en environnement avec relief, oui, c'est assez utile, hein, parce qu'il n'y a pas de contrainte au sol, c'est assez économe en énergie. Bon, en termes paysagers, ce n'est pas génial. En général, c'est ça les oppositions. Il y en a à Haïfa, hein, il y en a à Haïfa 2 ou 3, assez récents. Oui, c'est utile. C'est pour franchir des barrières ou des reliefs. J'ai une dernière question. Oui. On a parlé de Jérusalem et de Tel Aviv, mais on n'a pas parlé de Haïfa. Est-ce qu'il y a des projets de transport à Haïfa? Alors, je viens d'en parler déjà. Il y a des œufs. Oui. Alors, à Haïfa, il y a deux choses. Alors, d'abord, sur toute la ligne côtière de Haïfa, ils n'avaient pas la justification économique de faire un transport lourd. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est des aménagements de voirie et un bus à ce qu'on appelle à haut niveau de service. Ça veut dire qu'il y a vraiment la priorité absolue et qu'il y a un long corridor, si vous allez à Haïfa, avec du rouge par terre, c'est très joli. C'est barbouillé de rouge et de jaune, mais voilà, c'est un bus qui donne un niveau de service. Il n'y a pas d'infrastructure au sol autre que la bande de roulement et puis des priorités au feu. Il y a un deuxième sujet à Haïfa qui est un projet de relier Haïfa à Nazareth. Donc, Haïfa, quelques Krayot et Nazareth. Donc, c'est un tram-train. Ça veut dire c'est un tramway comme celui de Jérusalem. Et après, il sort de la ville et il va à 100 km/h. Il va jusqu'à l'aire agglomérée, la zone agglomérée de Nazareth. Et puis, il dessert 3-4 stations dans Nazareth. Voilà. Et je pense que Haïfa, bon, c'est difficile à desservir vu la topographie et le relief. Quoi. Donc, Quand sera-t-il du train Jérusalem, Eilat, Dubaï, Jeddah? C'est magnifique. Alors, non, blague à part. J'ai rencontré un jour le patron du fret des chemins de fer israéliens et ils ont dans les cartons des projets de connexion au nord, au sud, à l'est, à l'ouest pour doubler le canal de Suez et puis pour ramener le pétrole d'Irak, enfin des trucs, c'est de la géopolitique fiction. Le projet Jérusalem, enfin Tel Aviv Eilat, pour les voyageurs, c'est à l'évidence pas justifié. Il avait été, pas question, mais Netanyahou vendait le truc en disant mais regardez, c'est une super alternative au canal de Suez qui quand même transporte beaucoup de marchandises, mais on ne peut pas être dépendant du canal de Suez. Mais vous avez vu les machins qui passent sur le canal de Suez. Puis vous vous rappelez l'année dernière, celui qui était bloqué, là, je ne sais pas combien de containers il y avait sur un bateau, puis il y avait je ne sais pas combien de bateaux. Donc, si vous imaginez que les bateaux vont s'amuser à décharger les containers un par un pour les mettre sur un train qui va faire 200 km et puis les redécharger pour les remettre sur un autre container, c'est une alternative crédible. Honnêtement, j'y crois pas. Mais je crois que les études pour Tel Aviv et Eilat vont reprendre, il y a des nouvelles études qui vont être lancées pour les continuer. Bon, on verra. Hein. Mais il n'y a pas de demande. Hein. Il y a d'autres théories. Ouais. Merci. Jonathan, je reviens quand même à Jérusalem. Oui. Et quand on pense que pour désengorger la ville, il y a quand même des sorties comme Begin, il y a la route des tunnels, et je me rappelle qu'il y a quelques années, pour arriver du côté de Mevo-Bétar, Soradassa, etc., on passait au moins 1 heure, si ça n'est plus, dans les embouteillages pour arriver à destination.
Et maintenant, avec l'ouverture et des tunnels et des autoroutes de Béguine, ça va très rapidement. Là aussi, c'est quelque chose de très positif pour Jérusalem. Oui, mais il faut voir si ça tient la route. Ça veut dire, si ça tient la route, si ça tient le temps, en fait. Parce que ça fait aussi un appel d'air, en fait. Ça veut dire, c'était la photo que je vous ai montrée sur l'élargissement des voiries. En fait, l'élargissement des voiries, ça facilite les temps de trajet de manière instantanée. Puis après, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, jusqu'à ce qu'on arrive à la limite de saturation. La route des tunnels, c'est la route de Méroveta, 60. c'est ça? Ouais. 60. Parce qu'il y a en ce moment en construction à Jérusalem une autre route des tunnels. Je ne sais pas si vous voyez, dans le virage de Motza, si vous regardez en venant de Tel Aviv sur la droite, vers le lac, il y a 2 gros tunnels et il commence à y avoir un tablier du pont qui rejoint la 1. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la route numéro 16, qui va permettre de rentrer dans Jérusalem-Centre directement depuis Motza. Donc, on rentre dans ces tunnels et on ressort juste après Sharet Tzedek. C'est bien ça. Alors, donc ça va faciliter la vie à l'ouverture de manière évidente. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, à 6 heures, c'est bloqué. C'est sûr. Je ne sais pas si on le verra encore. Oh, mais c'est très bientôt. Hein. Non, le truc, il ouvre dans 2 ans. Hein. Ce n'est pas le métro en train de... Le métro, il ouvre dans 2 ans. Mais bon. Bon, c'est Voilà. comme pour tout, c'est le temps entre le projet et la réalisation. Ouais. C'est Non, le mais problème. sur l'urbain, c'est... Bon. L'aéroport. Parce que l'aéroport de Natbag, il devait ouvrir en 2000, il a ouvert quoi, en 2006, 2007, le nouvel aéroport. Bon, il a pris quelques années de retard, mais voilà. En plus, c'était le remplacement. Donc, de toute façon, il y avait un aéroport qui fonctionnait. Bon, il était un petit peu vieux. Et puis, il y avait quelques années de retard, ils en ont fait un nouveau. Voilà, Kvichèche, ça s'est fait, ça n'a pas des années de retard. Le sujet de l'urbain, il est particulier parce que il est doublement compliqué du fait qu'on est dans de l'urbain constitué dense. Donc, dès qu'on bouge quelque chose, ça gêne forcément quelqu'un. Oui. Et en plus, c'est le système juridique qui fait qu'on peut toujours s'opposer à tout et que c'est toujours pris en compte. Alors, on ne peut pas bloquer complètement un projet, ça avance, mais le sujet se traite un par un. Ça le ralentit. Ouais. Voilà. Merci. Je crois qu'il n'y C'est a un peu plus. déprimant tout ça. Hein. Comment? C'est un peu déprimant, je trouve. Non, alors. Non. Ah non, c'est optimiste. Je pense que les 2 pistes là, que je vous ai montrées sur les dispositifs économiques et les dispositifs technologiques, je veux dire, en Israël, on montre qu'on sait faire, on sait surprendre. Voilà, les infrastructures, il faut les faire. La route 16, d'accès à Jérusalem, il faut la faire. Le métro, il faut la faire. Ça va prendre du temps. Ça va répondre partiellement, ça va prendre du temps. Mais à mon avis, il faut regarder ce qui se passe côté économie et côté technologie. Ça peut aller beaucoup plus vite et ça peut être très efficace. Voilà, je crois qu'il n'y a plus de questions pour toi, notre orateur de ce soir, Jonathan. Et je voulais te dire merci. Merci. D'abord, tu nous as appris plein de choses. En plus, ton approche a été très agréable à écouter. On a vraiment l'impression que tu es toujours de bonne humeur, ce qui doit être le cas. Tu as un naturel communicatif, ce qui d'ailleurs doit être le cas pour un homme de transport. Voilà. Et avant de céder la parole à Jacqueline Robibeau pour un dernier mot, je voudrais tout simplement te renouveler toutes nos amitiés. Merci Pierre, merci à tous. Très bien, merci. Très bien. Juste quelques mots pour vous remercier. Je pense que
Mais comme il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, je opte pour le verre à moitié plein parce que toutes les infrastructures qui sont en développement, c'est quelque chose de très positif pour le pays. Alors, je vais juste un petit peu temporiser comment dire. Comment dire, la congestion ne va pas disparaître. Par contre, tout ce qui est en train d'être développé, c'est énormément d'alternatives technologiques ou d'infrastructures ou de facilitation de la marche qui permettent de s'en accommoder et de ne plus être obligé de la subir. Mais voilà, donc c'est pessimiste si on regarde le côté on ne va pas résoudre le problème de la congestion du trafic. Ce sur quoi il serait en train de travailler, c'est sur fabriquer des alternatives crédibles. Et là, oui, on peut être optimiste. Bon. Voilà. Alors, quelques mots pour terminer. Je me rappelle très bien, vous avez fait voir 2 voitures. Une voiture vers les années 1948 et une voiture à notre époque. Je me rappelle qu'en 1964, c'était le premier voyage en Israël que nous faisions avec mon mari. Et là, j'ai été ahurie, c'est vraiment le cas de dire, par les moyens de transport. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de bus, mais on se bagarrait pour entrer dans le bus, on se poussait, et c'était vraiment très désagréable, mais c'était la vie à cette époque. Et je me rappelle aussi que des amis nous avaient prêté leur voiture, enfin c'est eux qui conduisaient, et à un moment donné, la route a été fermée sur le côté de Herzliya, c'était en travaux. Et cet ami, indiscipliné comme le sont les Israéliens en général, eh bien, il est arrivé avec sa voiture et il a pris la route en travaux et on est quand même arrivé à Herzliya sans accident. Ça, c'est le début d'Israël. Et je dois dire que nous arrivons en 2022 et qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le développement de notre pays. Et à l'éveil, et comme disait notre ami Pierre Jorlet, nous avons envie de vivre très longtemps pour voir tout le positif du développement de notre pays. Merci beaucoup, Jonathan. Merci à vous. C'est un plaisir de vous écouter. Merci et bonsoir à tous. Merci à tous nos amis. Merci. Nous nous revoyons bientôt, nous espérons, et en présentiel, simultanément avec le Zoom. Donc, nous mettons tout en œuvre pour ça. Merci à vous tous, excellente soirée et à très bientôt. Au revoir.